ce côté condescendant, pour moi, c'est de l'homophobie latente. C'est de l'homophobie latente. Excusez-moi, quand m'avez-vous entendu être condescendant? Expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas que tous les couples aient les mêmes droits. Le côté condescendant, il vient, excusez-moi, le côté condescendant, il vient du mot homophobe, précisément. C'est extraordinaire, ça, parce que qu'est-ce que c'est qu'une phobie? C'est en quelque sorte une maladie psychiatrique. Et ça, c'est malheureusement ce que vous avez réussi un petit peu à instiller, y compris à la formation politique de M. Guénaud et à M. Perben, qui a été ministre de la Justice avant Mme Taubira. Autrement dit, si on n'approuve pas, par exemple, le fait que si on veut que les Français aient davantage de droits que les autres dans leur propre pays, comme c'est le cas des étrangers dans le leur, on est xénophobe. Autrement dit, vous êtes atteint d'une maladie psychiatrique, en quelque sorte. Si vous n'approuvez pas l'homosexualité, le mariage homosexuel, vous êtes homophobe. C'est en quelque sorte, là aussi, une atteinte un petit peu psychiatrique. C'est ce que ça, une maladie, voire éventuellement un délit pénal. Ça me rappelle un peu la logique des hôpitaux psychiatriques de l'Union soviétique, ça. C'est un peu le meilleur des mondes. Sur le fond, on est d'accord que vous n'approuvez pas l'homosexualité, c'est ce que vous venez de dire. Mais non, je n'approuve pas personnellement l'homosexualité, mais je respecte la personne des homos. Sauf que, M. Gollnisch, vous n'avez pas à approuver ou pas l'homosexualité. Mais absolument. Je suis entièrement de votre avis, mais j'ai quand même le droit de porter un jugement sur tel ou tel comportement, mais je respecte parfaitement les gens qui sont homosexuels. Je dis, ça relève de leur liberté et ça ne regarde pas l'État, ça ne regarde pas leur voisin. Aujourd'hui, je pense être une victime du gender. Le gender voudrait me faire croire que je suis tout d'abord un homosexuel. C'est faux. Je suis tout d'abord un homme. Au sein de la Manif pour tous, j'ai été accueilli en tant qu'homme. C'est ce que je suis vraiment. Parole circule. Moi, je trouve vraiment étonnant, un peu inouï, qu'on soit en train de débattre pour savoir si vraiment un papa, c'est complémentaire d'une maman. Oui, mais vous demandez à un enfant de 6 ans si papa, c'est comme maman, mais il va vous dire non. Papa m'apporte des choses que maman ne m'apporte pas. Il ne va pas rentrer dans des théories fumeuses, je ne sais pas quoi. Mais c'est le bon sens de tous ceux qui nous regardent. C'est le bon sens. Mais ça veut dire alors dans ce cas que vous niez cette identité d'homme et cette identité de femme qui sont tellement précieuses l'une et l'autre. Vous dites que c'est la même chose. Deux hommes, c'est deux hommes. Mais on n'a jamais répondu à cette question. J'aimerais bien que vous c'est pour un homme et une femme pour faire un enfant, quand même. D'accord, il faut deux sexes différents, on est d'accord. Mais sinon, quelle est l'identité de l'homme et celle de la femme? Madame, moi, je ne suis pas pédopsychiatre. Je ne suis pas spécialiste de je ne sais pas quoi. La seule chose que je sais, c'est que je suis au contact du quotidien des gens. Et moi, je peux vous dire que n'importe quel enfant peut vous expliquer tout simplement, avec des mots, les siens. Mais tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, doivent sur leur canapé sauter en l'air en disant « Mais attends, mais papa, c'est pas maman, c'est pas la même chose, mais c'est précieux d'avoir les deux. » Mais est-ce que c'est... J'espère que les enfants sont couchés, moi, mais d'accord, mais attendez, mais ça veut dire que deux mamans, c'est comme un papa et une maman. Attendez, Emmanuel Pierrat, une femme, un homme, c'est la même chose. Emmanuel Pierrat, réagissez à vos propos. C'est pas la même chose. Pierre Grosjean, Emmanuel Pierrat. C'est un enrichissement mutuel. Tous les individus sont singuliers. L'altérité sexuelle est quand même une altérité peut se retrouver dans autre chose que le sexe, précisément. Il y a d'autres composantes de l'altérité. Ce qui est étonnant, c'est que ça soit une féministe comme vous et la ministre des droits des femmes qui m'explique que finalement, une femme c'est comme un homme et qu'après tout, deux hommes, il y aura autant d'altérité qu'entre un homme et une femme. Et je trouve ça étonnant de mais votre part. Mais c'est dans votre raisonnement à vous que vous créez les inégalités entre les hommes et les femmes, parce que vous estimez que les femmes sont faites pour tel rôle et les hommes sont faits pour tel rôle. Mais c'est pas vrai. Et moi, je vous dis qu'il y a des hommes qui peuvent avoir l'instinct maternel aussi, qui peuvent s'occuper des enfants, et je vous dis qu'il y a des femmes qui peuvent aller travailler. Je vous dis que les deux ont justement une égale importance. Et que priver un enfant de l'un ou de l'autre, c'est une injustice pour l'enfant. Mais Emmanuel Pierrat vient de vous dire que c'était un modèle dépassé. Expliquez-vous. Oui, c'est un modèle dépassé. D'abord, je ne peux pas faire une factuellement, vous voulez dire. Oui, pas un jugement de valeur. Non, non, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est un modèle qui est aujourd'hui minoritaire en termes de chiffres, très bêtement. Mais ce n'est pas le débat. La question pour moi, c'est pas de savoir si c'est un modèle minoritaire ou majoritaire. Selon moi, tous les modèles, en quelque sorte, doivent avoir les mêmes droits. Voilà. C'est aussi simple que ça. 75% des enfants vivent avec leurs deux parents, père-mère. Le modèle traditionnel est effectivement en décadence, je te l'accorde volontiers. Il faut donc donner un coup de pied de plus. Non, il faut inventer pour bien l'écraser et pour bien en finir. Mais tu n'as pas tout à fait tort, parce que c'est exactement l'arrière-pensée idéologique des
propagateurs de ce projet. Depuis le début, il y a un lobby gay, je dis bien lobby gay parce que pour ne pas mettre tous les homosexuels dans le même sac. Ce serait ridicule. Je connais beaucoup d'homosexuels qui ne veulent absolument pas se marier et je connais beaucoup d'homosexuels qui sont contre ce projet. Moi, je connais beaucoup d'hétérosexuels aussi qui ne veulent pas se marier. Qui ne veulent pas se marier. Ah oui, bien sûr. C'est facile, la moitié des familles. Donc c'est pour ça que je dis, comme le modèle est déjà en explosion, il faut l'achever. Il faut l'achever, c'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est bien montrer que l'hétérosexualité n'est plus la norme. Revois tous les textes du lobby gay, c'est exactement ça. C'est bien montrer qu'il n'y a plus de normes, qu'il n'y a que, comme ça, le genre, la théorie du genre, chacun choisit sa sexualité. Sauf que c'est pas ça avec les enfants, c'est pas ça avec la famille, parce que derrière l'histoire du mariage, donc tu as raison, tout le monde se fout en vérité. Derrière le mariage, qu'est-ce qu'il y a? Et c'est ça qui t'embête. Il y a la PMA et il y a la GPA, la procréation médicale assistée et la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses. Inéluctablement. Non, qui ne sont pas dans le projet de loi actuel. Hein. Non mais attendez. Là, on va arrêter l'embrouille. Ok. En 98, on nous a fait déjà l'embrouille avec le Pacs. Madame Guigou est montée à la tribune solennelle et elle a dit « Jamais il n'y aura le mariage ». Parce que le mariage, c'est le lien à la filiation, aux générations précédentes, etc. Le Pacs ne change rien au droit actuel de la famille, car la seule cohabitation de deux individus, pacte ou non, ne fait pas une famille. C'est donc volontairement que le Pacs est sans effet sur les règles de la filiation, de l'autorité parentale et sur les droits de l'enfant. 15 ans plus tard, Madame Guigou vient, la gueule enfarinée, et dit « Ah oui, mais vous comprenez, il fallait pas le dire parce que la société n'est pas prête. » Oui, le Pacs n'avait rien à voir avec la famille. Le Pacs, c'était la reconnaissance pour la première fois dans notre droit, de l'existence des couples homosexuels, que cela vous plaise ou non. Et c'est cela qu'il faut encore accepter aujourd'hui. La reconnaissance allant plus loin par un acte plus engageant encore qui est le mariage et pas simplement un contrat d'union civile de ces couples de même sexe qui existent, qui s'aiment et qui ont envie effectivement d'élever ensemble des enfants. Donc là, on nous fait le même coup 2 fois. Après, on va nous dire, dans quelques années, dans quelques mois, « Ah, mais la société est prête, ça y est. » Domenech va dire, « Mais vous voyez, ça se passe très bien. » Et hop, on va nous enfiler la PMA, et puis ensuite, les mères porteuses. Tu vas être surpris. Monsieur Berger, le maître de tout ça. Monsieur Berger. Oui, le maître de tout ça, oui, qui finance depuis 20 ans tous les groupes qui s'agitent. Depuis 20 ans. Vous parlez de Pierre Berger, hein. Pierre Berger, absolument. Je dis le maître de tout ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Je ne vois pas la différence, c'est scandaleux, c'est une discrimination honteuse. Il y a la même chose que de prêter ses bras. Les ouvriers donnent leurs bras dans les usines et les femmes donnent leur ventre pour faire des enfants. Mais c'est kiff-kiff tout ça, voyons. Je sens bien qu'elle est sous-jacente. Est-ce qu'un maire a le droit de ne pas, premier magistrat de sa ville, de se distinguer et de ne pas appliquer la loi? Il n'a pas le droit. C'est clair. Et moi, je n'ai que mépris. Je répète le mot, que mépris pour ces gens qui s'inventent une conscience. Vous savez, on a connu la conscience de l'avortement. C'était pour les médecins, ce n'était pas pour des élus du peuple. Ça revient au même. On a reconnu des consciences, la conscience de l'avortement, les consciences de ceci, les consciences de cela. Moi, j'en ai assez des consciences, des bonnes consciences. Donc, ceci, c'est clair. Mais un jour, tout le monde célébrera le mariage gay. Tous les maires. C'est extraordinaire qu'on fasse passer cette proposition sous le label de l'égalité. Vous créez une inégalité. Les homosexuels font un choix de vie qui relève de leur liberté personnelle. Ce n'est pas un choix de vie, non. C'est ça la grosse différence. Alors, on va dire qu'ils ont un mode de vie qui relève de leur liberté personnelle, qui ne regarde pas l'État, d'ailleurs, ni personne d'autre. Qui exclut le fait d'avoir des enfants, qui exclut la transmission de la vie. Vous voulez néanmoins leur donner le droit à l'enfant, alors que l'enfant n'est pas un objet de droit. Je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui a un impact sur la PMA.
D'ailleurs, il a été retiré du projet de loi. Et je pense qu'on n'en parlera plus. En tout cas, ça sera repoussé. Et mon œil. On verra. Non, non, c'est pas on verra. Moi, je veux pas voir. J'en ai marre de payer pour voir. Je veux pas voir. Position donc politique, notamment sur les sujets sociaux, sociétaux, par rapport au mariage homosexuel notamment. On vous a vu monter au créneau d'une manière assez pleine de conviction sur la PMA. Oui. Parce que vous pensez que la PMA amènera inévitablement vers les mères porteuses. Le combat pour d'ailleurs ce mariage pour tous, moi le terme me gêne. Parce que où s'arrête le tous? Si on voulait uniquement un mariage entre deux personnes de même sexe, alors dans ce cas-là, on fait le mariage homosexuel. Mais mariage pour tous, je pense, ouvre la porte à d'autres choses. Et donc, moi, je trouve ça... C'est-à-dire, vous pensez Mais ça s'arrête tout, le tous. On peut aller plus loin, hein. Donc il faut faire très attention. On n'a pas eu un vrai débat sur le sujet. La deuxième chose, moi, que je considère extrêmement grave, c'est la PMA, puisque c'est un combat, soi-disant, pour l'égalité. Si on ouvre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles, pourquoi, au nom de l'égalité, on l'interdirait aux hommes? Argumentaire. Après, quand les lesbiennes auront eu le PMA, les homosexuels mâles diront: il nous faut, nous aussi, pour des raisons d'égalité, toujours le même argument bidon égalitaire, il nous faut aussi les mères porteuses. Et là, vous aurez ce qu'a annoncé Pierre Berger, c'est-à-dire le culte du fric. C'est-à-dire qu'avec l'argent, on payera des femmes, des ventres de femmes, puisque c'est la même chose que les bras des ouvriers, on les payera. Pour l'instant, la loi française l'interdit. Bien sûr, mais c'est inéluctable. C'est l'évolution. Je vais me permettre de traduire en français simple, peut-être basique, ce qu'a dit Mme Valou Belkacem. Les couples de lesbiennes pourront avoir accès pour faire un enfant à du sperme d'un donneur. D'accord? En revanche, les couples d'homosexuels masculins ne pourront pas faire un enfant par une mère porteuse. C'est cela. C'est très exactement cela. Et vous nous dites, Madame Valou Belkacem, que cette loi est destinée à promouvoir l'égalité. Mais il est évident que, à peine cette loi sera votée, que vous aurez une revendication des homosexuels masculins qui vous diront qu'ils ne sont pas au même niveau que les homosexuels féminines. Moi, j'entends votre promesse qu'il n'y aura jamais de gestation pour autrui, de mère porteuse. Mais je me souviens justement, on nous a reproché, en particulier entre autres d'ailleurs à l'Église, d'avoir été contre le Pax il y a quelques années. Pourquoi? Parce qu'on disait que ce sera une porte ouverte au mariage. Et je vous renvoie à ce discours de Mme Guigou à l'époque, garde des Sceaux, qui disait devant l'Assemblée nationale: moi, jamais, je vous le promets, il n'y aura de mariage homosexuel, il n'y aura d'adoption pour les couples homosexuels, parce que les enfants, c'est elle qui le disait, parce que les enfants ont droit à avoir un père et une mère. Parce que la PMA est un acte médical pour résoudre une blessure, une stérilité. Elle n'est pas pour donner un droit à l'enfant. Et elle finissait en disant que ceux qui disent que nous mentons pour faire passer notre Pax sont indignes. Quand vous avez entendu ça, et quand vous l'entendez aujourd'hui dire: mais j'ai menti, bien sûr que j'ai menti, il fallait bien faire passer le Pax, sinon il ne serait jamais passé. Comment voulez-vous que je puisse vous croire? Vous étiez, sur votre blog, vous vous définissez pour la GPA, vous-même. Comment voulez-vous que nous ayons confiance? Moi, je crois à la parole des politiques. Si vous permettez, Abbé Grosjean, deux choses. La première, très c'est rapidement, s'il vous plaît. D'abord, vous extrayez des propos tenus par Mme Guigou il y a 15 ans de cela. Vous souvenez-vous seulement des propos que tenait l'Église au sujet du Pax il y a 15 ans de cela? Elle disait cela, elle disait c'est la porte ouverte. Elle disait des horreurs. Non, elle disait c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. C'est le début de la décadence, c'est la porte ouverte. Non, et aujourd'hui, 15 ans plus tard, que dit l'Église à propos du Pax? Elle dit: mais renforçons le Pax plutôt que de faire le mariage. C'est pas la peine d'être excessive. C'est pas la peine d'être excessive, madame. C'est pas la peine d'être excessive. Je vous dis simplement qu'aujourd'hui, je vous renvoie à la réalité. Le débat d'aujourd'hui démontre simplement que nous étions prophétiques il y a 15 ans. Parce que l'Église, en fait, dans tous ces débats-là, pourquoi elle intervient? Parce qu'elle est toujours du côté du plus fragile, parce qu'elle entend les désirs des adultes, parce qu'elle entend les revendications, mais elle dit attention, on remet au centre la question de l'enfant. Il y a 15 ans, on disait non, ça va ouvrir la porte à l'adoption. Il y a des enfants aujourd'hui nés de gestation pour autrui qui sont alors il faut accepter la gestation pour autrui et qui sont des sans-papiers en droit français aujourd'hui. Avec cette même logique, vous acceptez la GPA. La procréation médicalement assistée, aussi appelée aide médicale à la procréation, englobe toutes les techniques permettant la conception en dehors du processus naturel. C'est ainsi que l'a défini la première loi bioéthique de 1994. C'est toi le déni de réalité. Mais quoi? T'as déjà vu deux homosexuels avoir un enfant à deux, tous les deux? Mais moi, excuse-moi, ça n'existe pas ça. Mais bien sûr. Non.
Ah, il faut la PMA ou il faut la GPA. Quand vous aurez la PMA... Mais ça existe aussi pour des couples hétérosexuels qui sont Oui, stériles. mais c'est une maladie. Voilà, et à ce mais moment-là, c'est une maladie, donc c'est tu veux pas dire une que le maladie lesbianisme est en une tant- maladie. Hein, C'est intéressant. Non, je sais pas employer ce mot. Dans la loi française, mais dans la loi française, Nicolas, tu ne l'ignores pas, pour avoir une procréation médicale assistée, il faut une stérilité, une maladie. Donc, soit on dit qu'il ne faut plus avoir de maladie, et dans ce cas-là, tout le monde peut avoir une PMA. Soit on dit que le lesbianisme est une maladie, et là, on va s'amuser. Donc, et deuxièmement, quand vous aurez donné la PMA aux femmes lesbiennes, vous aurez les homosexuels... Qui existe déjà de fait. De fait. Mais moi, je m'en fous de fait. L'important, c'est la loi. C'est quand même la société telle qu'elle existe aujourd'hui. Mais je m'en moque. La loi n'a pas à s'adapter, n'a pas à courir en permanence après les desiderata des gens, après le moi-je. Le moi-je, ça suffit. Hein, on est dans une société du moi-je, c'est bon, mais on n'est pas obligé de suivre partout les volontés de ces messieurs-dames. Et moi le premier, on a chacun des envies, des pulsions, etc. Mais la société n'est pas obligée de nous suivre partout. Vous vous occupez pas des mêmes enfants, peut-être? Mais on n'est pas déconnecté de la vie réelle. C'est incroyable de dire ça. Mais venez me voir dans ma paroisse, vous verrez quelles sont les familles que je vois. Vous serez étonnés. Ce sont les familles les mêmes que vous voyez sans doute. Moi, je vais vous dire une chose. C'est une chose de reconnaître, d'accompagner les situations existantes. Il faut le faire le mieux possible. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ce serait pas honnête de penser que l'un ou l'autre d'entre nous ne veut pas protéger les enfants qui existent aujourd'hui. Mais vous savez, j'accompagne beaucoup de familles monoparentales. Elles sont courageuses. À cause des événements de la vie, divorce, séparation, deuil, il peut manquer un père ou une mère. Ils essayent d'y pallier courageusement. Il faut les aider, il faut les accompagner. Mais tous le disent, quand il manque un papa ou une maman, ça reste un manque, irremplaçable. Et c'est souvent une souffrance. Instituer de nouvelles situations, instituer ce manque en amont pour répondre aux désirs d'enfants sincères de certains couples. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste. Nous ouvrons l'adoption aux couples. Non, c'est-à-dire que, regardez... Ils auront 2 parents. Ça veut dire qu'ils auront 2 parents. Ils auront plus. On leur prive, s'il vous plaît, on leur prive volontairement. Pour répondre encore une fois aux désirs d'adultes, on les prive de cette parité. On les prive de cette complémentarité père-mère. Est-ce que, oui ou non, cette complémentarité père-mère est accessoire ou est-ce qu'elle est structurante pour l'enfant? Est-ce que c'est un bien précieux qu'on doit pouvoir offrir à tous les enfants tant que c'est possible? Ou est-ce que le désir d'enfant, de certains adultes, désir sincère, passe en premier? Il n'y aura ni père ni mère, ni homme ni femme, il y aura des personnes, il y aura des parents. Donc ça c'est extrêmement problématique du point de vue de l'enfant, c'est-à-dire on supprime la diversité possible des identifications. En fin de manifestation avec nous, Hervé Mariton, député UMP de la Drôme, l'un des plus fervents opposants au mariage pour tous. Bonjour, des affrontements ont eu lieu hier. Brigitte Bardot sur BFM TV dénonce une politique violente qui appelle à la violence. Le ton se durcit de la part des opposants. Pourtant, la loi a suivi le parcours parlementaire. Le gouvernement a fait le choix de mettre de la tension. Non, le parcours parlementaire n'est pas normalement suivi. La semaine dernière, la conférence des présidents a défini l'ordre du jour de l'Assemblée nationale et jusqu'à la dernière semaine du mois de mai, cet ordre du jour ne prévoyait pas le retour du texte sur le mariage et l'adoption par les couples de même sexe. Donc il y a clairement un coup de force du gouvernement qui précipite le calendrier d'au moins 6 semaines. Il y a un coup de force du gouvernement qui a demandé au Sénat une habilitation à prendre des ordonnances pour régir les termes du mariage et de l'adoption pour tout ce qui va au-delà du Code civil. Régir une matière aussi sensible par voie d'ordonnance, c'est invraisemblable. Depuis le début sur ce projet de loi, vous avez un gouvernement qui a traité par le mépris tous ceux qui s'y opposaient. Qui a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue qui leur a claqué la porte au visage. Vous avez des Français qui sont en colère. Ils sont en colère pourquoi? Parce qu'ils en ont assez que le gouvernement fasse de ce sujet sa seule priorité. Dans vos auditeurs d'ailleurs. Je suis sûr que vous avez des auditeurs qui en ont assez. Qui disent mais le gouvernement c'est sa seule priorité. On va prendre un exemple si vous me permettez. J'ai la sensation que vous aussi c'est votre seule priorité à l'UMP. Moi je préférais parler d'autre chose. D'ailleurs je m'apprête à vous parler d'autre chose. On va parler d'autre chose. Non mais je vais vous donner un exemple précis. Pas. Alors allez-y. Le gouvernement a changé le calendrier parlementaire pour pouvoir discuter du mariage gay et de l'adoption. Une loi votée et proposée par Nicolas Sarkozy. Très bien, parfait. Oui. Vous vous souvenez pas d'une autre loi? Vous vous souvenez pas d'une loi qui avait été promise par Monsieur Hollande, qui était la loi pour la revitalisation des sites industriels. C'était celle qui était supposée nous permettre de sauver Florange et Petroplus. Il nous l'avait promise pour septembre.
septembre 2012. Sur un plateau télévisé, Arnaud Montebourg m'avait redit en face, vous inquiétez pas, je la ferai passer au plus tard, à Noël ou au tout début du mois de janvier-février. Là, rien, pas d'urgence. Ah ben, sur Florange, ce sujet-là, Florange, c'est mort. Oui, oui, mais sur ce cela dit, personne n'a trouvé de solution pour Florange. Non, ni vous, la loi, Monsieur Bourdin, elle n'était pas sur Florange. Oui. Elle était sur tous les sites industriels. revitalisation, oui. Vous aviez des sites industriels qui fermaient. Comment s'assurer qu'il y ait quelqu'un qui reprenne? Là, il n'y a pas d'urgence. Là, il n'y a pas besoin de bouleverser l'ordre du jour du Parlement. Là, on s'en fiche. Par contre, sur le sujet du mariage et de l'adoption, on est prêt à en faire la seule urgence. Attendez, je ne comprends plus ça. Oui, mais c'est un peu injuste ce que vous dites. Moi, je ne veux pas défendre le gouvernement, mais c'est en deuxième lecture, après des semaines et des semaines de débats, que vous avez voulu faire durer en déposant des milliers d'amendements, Laurent Wauquiez. Donc, le débat, ça fait depuis quand? Pardon, depuis quand a commencé ce débat sur Monsieur Bourdin, le mariage pour tous? Là, il y a un choix du gouvernement qui est d'établir sa hiérarchie de priorité. Justement, le gouvernement peut peut-être accélérer les choses pour qu'on arrête avec cette loi, non? Et il y a un mensonge qui est quand même un petit sujet dans la République. On vous promet une loi qui est destinée à sauver de l'emploi et elle ne sort pas. Ça vous gêne pas? Ah si. Bah, moi, ça me gêne. Moi aussi, ça me gêne. Le gouvernement nous a traités et a traité les Français par le mépris. Vous ne serez pas nombreux. Ça sera un flop après la manif du 13 janvier, reconnaissant a posteriori le succès de celle du 13 janvier. Nous avons fait la démonstration d'une mobilisation croissante. 1 400 000 personnes selon les organisateurs, 300 000 selon une première estimation. Excusez-moi, il n'y en a pas moins. Il n'y en a pas moins que le 13 janvier. Au-delà de ce succès, que pensez-vous, que dites-vous de ces quelques centaines de personnes qui ont essayé, qui ont forcé les barrages des organisateurs et les barrages de la police pour se rendre sur la place de l'Étoile et ensuite sur les Champs-Élysées? D'abord la place de l'Étoile, si je peux me permettre. Le préfet de police, quand il m'a appelé mardi après-midi, m'a dit oui, vous aurez la moitié de la place de l'Étoile. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Et le lendemain, je vois Manuel Valls au dîner du CRIF, et Manuel Valls, tout vantard, me dit la place de l'Étoile, vous l'aurez pas, et j'en veux pas, et vous n'avez qu'à manifester entre Évry et Corbeil. On va écouter quand le ministre de l'Intérieur est à ce point méprisant des Français, à ce point méprisant des parlementaires, il y a clairement un problème grave. Et je me suis interposé entre les manifestants et les forces de l'ordre dans ce moment délicat que vous avez montré, parce que j'ai dit aux manifestants que le gouvernement, manifestement, cherchait à provoquer, en compliquant l'organisation de la manifestation, en ne cédant que très tard sur la possibilité d'un itinéraire, il a voulu décourager le plus grand nombre. Et en excitant, peut-être, il a voulu pousser à l'exaspération. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu, à la marge, des débordements que l'on doit toujours regretter, mais qui étaient extrêmement contenus. Et les forces de l'ordre sont toujours dans une situation difficile et je ne leur jette pas la pierre. Ce que je sais simplement, pour en avoir été directement acteur, c'est que le ministre de l'Intérieur a tout fait pour compliquer les choses. Il a tout fait pour exciter les gens. Je demande au président de la République et au Premier ministre si c'est là un comportement digne et si c'est là la responsabilité normale d'un ministre de l'Intérieur. Manifestement, les organisateurs ont été débordés, incapables parfois d'organiser cette manifestation. Ils avaient lancé un certain nombre de consignes pour manifester sur les Champs-Élysées, malgré les interdictions, ce qui a amené en début d'après-midi une situation délicate qui a été parfaitement maîtrisée par les forces de l'ordre. Moi j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui ont organisé cette manifestation, de tous ceux qui ont appelé à cette manifestation pour que chacun tire les leçons de ce type de débordement. Attendez, je dis simplement que mardi, le préfet de police me dit « OK » pour la moitié de la place de l'Étoile. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est le succès de cette manifestation. Vous n'allez pas, s'il vous plaît, transformer une manifestation qui a été un succès de nombre, de gens de toutes origines, de toutes conditions, de toutes confessions, et des gens de gauche aussi, quelques-uns, qui étaient présents à cette manifestation, dans un contexte où les 2/3 des Français ont retiré leur confiance au gouvernement. Eh bien, je demande au gouvernement de retirer son texte. Il y a eu quelques débordements qui me paraissent, en comparaison d'autres manifestations, particulièrement circonscrits. Pour autant,
quelque débordement qu'il y ait, je les condamne. Et si je peux me permettre, c'est pas du virtuel, c'est pas du baratin. Vous avez montré les images. Dans des moments où plus prudent que moi ne serait pas allé sur le terrain directement, je suis allé moi-même m'interposer entre certains des manifestants et les forces de l'ordre. Je rends acte au commissaire de police qui était là, auquel j'ai dit, monsieur le commissaire, je vais aller me mettre et je vais expliquer qu'il ne faut pas tomber dans la provocation. Le commissaire de police a été impeccable. Vous emmerdez, et depuis le début, ils cherchent à faire déraper. Ne tombez pas dans le piège. Les forces de l'ordre qui sont là sont... Vous gazez mon petit frère. Ils ont gazé votre petit frère. C'est lamentable. Ne tombez pas dans le piège du ministre de l'Intérieur. On est trop gentils. De l'amnistie à la société. Notre adversaire, ça n'est pas les gendarmes ou les CRS qui sont là. Notre adversaire, c'est le projet de Mira. Notre adversaire, c'est le gouvernement. Voilà. Donc, nous sommes là pour manifester pacifiquement. C'est pas la dernière fois. Ne tombez pas dans le piège que certains veulent vous tendre. Est-ce qu'il y aura d'autres manifestations et d'autres expressions? Évidemment oui, sauf à ce que le gouvernement retire son texte. Les gars, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Ce soir, après, quand vous irez chez vous, réfléchissez bien. Dans votre lit, là, hein, avant de vous endormir, là, réfléchissez bien. À quelques pas de l'Assemblée nationale, le camping est sous bonne garde. Ils sont quelques dizaines hier soir opposés au mariage pour tous et venus, selon leurs termes, soutenir les députés qui partagent leur point de vue. Ils s'adressent directement au chef de l'État. Dans une démocratie, on est là pour faire la volonté du peuple, non pas la volonté de quelques lobbies. Il doit avoir le courage, comme d'autres présidents avant lui, de faire un référendum. Le sit-in commence, sans heurts, à quelques jours du deuxième examen du texte sur le mariage pour tous par les députés. Mais la manifestation n'a pas été déclarée en préfecture. Les forces de l'ordre veulent évacuer le campement. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Ce qui n'est pas du goût du sénateur UDI Yves Pozzo-di-Borgo, lui aussi opposé au texte. Pratiquement ici, tous les jours, il y a des tentes qui s'installent. Et là, subitement aujourd'hui, parce que ce sont des adversaires du gouvernement, on veut les mettre dehors. Là, vous avez un ministre de l'Intérieur qui souvent, et on l'a vu à la dernière manifestation, qui quelquefois perd un peu ses nerfs. Comme annoncé, l'évacuation commence et plusieurs manifestants terminent bruyamment dans le fourgon de police. Novembre 1917, Antonio Gramsci, emprisonné par les fascistes de 1926 à sa mort en 1937. L'indifférence est le poids mort de l'histoire. C'est le boulet de plomb de l'inventeur. La matière inerte où s'enfoncent les enthousiasmes les plus éclatants. Le marécage qui entoure l'ancienne cité et la défend mieux que les murailles les plus solides, mieux encore que la poitrine de ses guerriers, parce qu'elle engloutit les assaillants dans ses goulets de limon, les décime et les décourage, jusqu'à les faire renoncer parfois à leur entreprise héroïque. L'indifférence opère puissamment à travers l'histoire. Elle opère passivement, mais elle opère. C'est la fatalité. C'est ce contre quoi l'on ne peut pas lutter. Ce qui arrive, le mal qui frappe le monde,
est moins due à l'initiative de quelques-uns qu'à l'absentéisme du plus grand nombre. Ce qui advient n'advient pas tant parce que quelques-uns veulent que cela advienne, mais parce que la masse des hommes abdique sa volonté, laisse faire, laisse s'amasser les nœuds que seule une épée pourra ensuite trancher, laisse promulguer les lois que seule une révolte pourra ensuite abroger, laisse arriver au pouvoir les hommes que seule une révolution pourra ensuite chasser. La résistance morale, culturelle et même politique, dans la résistance pacifique et la résistance. Bravo.